tous et bienvenue dans One and Done, votre podcast draft pour le site Dunk Hebdo. C'est à nos micros. Et oui, il y a un invité cette semaine pour l'actualité chaude. C'est Ben. Ça va, Ben? Ça va très bien, Alan. Aux heures américaines, l'invité. Précise bien, aux heures américaines. Parce que le One and Done est toujours enregistré aux heures américaines. C'est pas faux. On est un petit peu... On a des calendriers différents, mais on voulait faire un épisode sur les conséquences de la loterie, donc qui s'est passé moins de 24 heures au moment où on enregistre. Une loterie, Ben, je sais qu'il t'a donné pas mal d'idées sur son déroulement et peut-être son futur. Donc avec toi cette semaine, on va parler de cette loterie, de ses conséquences. New Orleans qui récupère le premier choix, Memphis qui s'incruste dans le top 3, les Lakers qui nous font une remontée énorme pour se placer à la 4e position, et des chutes des mauvais élèves, des gangs de la classe, un peu les Cavs, les Suns, même les Bulls. Ben, je vais te laisser un petit peu carte blanche. Par quoi tu veux commencer? Je sais que t'as plus des avis généraux sur la réforme de la loterie en quelque sorte. Ouais, bah du coup, je pense que je vais commencer par là. Pour moi, ce que je retiens tout simplement de cette loterie, enfin, en me réveillant, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est aux petites équipes, enfin petites avec des grosses guillemets, aux équipes qui ont galéré cette année sans être dans un processus de tanking avéré. Donc là, j'écarte les Knicks, bien sûr. Et je me suis dit, bah, ces équipes-là se font un petit peu rouler avec cette nouvelle réforme de la loterie. Je pense aux Cavs, je pense aux Hawks, je pense aux Bulls, aux Suns, qui sont des équipes, en fait, sans offense, hein, mais mauvaises, tout simplement mauvaises en fait, qui n'ont pas des joueurs de qualité, qui auraient donc dû mériter un bon choix de draft. Mais le fait est qu'avec cette réforme, on a tellement voulu aller contre le tanking à tour de bras qu'on en a oublié l'essence de la draft, c'est-à-dire renforcer les petites équipes. Et en l'occurrence, ils se retrouvent avec des choix, les 3 équipes que j'ai pu citer, et les 4 même en dehors des 4 premiers. Et donc du coup, c'est une chance de moins de s'attirer un talent de premier ordre. Et moi, je trouve ça vraiment dommageable quand, je le rappelle, l'essence de la draft, c'est renforcer les plus mauvais pour rééquilibrer le championnat. Ouais, t'as tout résumé en fait, parce que c'est en fait le modèle américain des ligues américaines, vu qu'il n'y a pas de centre de formation, par exemple. C'est un peu le modèle qu'on a en Europe. Aux États-Unis, tu as un modèle qui se veut paritaire, et donc d'un renforcement des plus faibles par les jeunes les plus forts. Mais en fait, je pense que c'est un petit peu plus global. La NBA sait pas quoi faire avec le tanking en fait. Elle sait pas quoi. Il y a des gens dans les front office qui ont fait des calculs. Qui ont employé des calculateurs, des gens très forts en mathématiques, qui ont vu qu'il fallait mieux perdre des matchs. Mais bon, en même temps, la NBA, c'est un business global. Tu dois vendre des produits de qualité, tu dois vendre un contenu de qualité, ça va pas forcément ensemble en fait. Et donc ils se sont dit que pour mettre à mal le tanking, ils allaient renier en quelque sorte sur l'idéal qu'est le sport, le sport américain dans l'allocation des jeunes joueurs en fait. Mais c'est hyper dommageable, comme tu l'as dit, pour les Cavs, pour les Suns. Les Suns, je pense que c'est un petit peu moins dommageable, parce que en fait eux, est-ce qu'il fallait, quand tu entends plus ces déclarations de James Jones récemment, est-ce qu'ils voulaient vraiment encore un top choix à incorporer dans leur effectif? Alors bien sûr, Zion Williamson, ils n'auraient pas dit non, mais le fait de descendre un peu, ils vont quand même, je pense, pouvoir récupérer un poste 1 intéressant. C'est beaucoup plus dommageable pour les Cavs, les Bulls et même les Hawks. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais les Hawks, moi, c'est vraiment pour eux. Enfin, pour moi, les Hawks, c'est un symbole. Pour moi, il y a 2 symboles dans cette draft. Il y a les Hawks et d'un côté les Lakers. On parlera des Lakers, je pense, plus tard. Mais les Hawks, en cela, et pour moi, ça a toujours été un de mes arguments. J'ai pu le dire dans le One and Done, j'ai pu le dire dans le podcast Dunk Hebdo. Ça a toujours été un de mes arguments. On ne peut pas différencier une défaite, c'est justement ça. Une défaite obtenue parce que tu tankes et une défaite tout simplement subie parce que t'es moins fort que les autres. En l'occurrence, les Hawks, on peut pas leur dire, tout le long de la saison, ils se sont battus avec leurs forces. Elles sont pas énormes, mais ils l'ont fait, menés par Trae Young, et ils l'ont fait très bien sur la fin de la saison. Je vois pas pourquoi cette équipe-là se retrouve avec un choix moins bon que les Lakers, qui sont tout simplement une grosse équipe avec des grosses guillemets, on va dire une équipe moyenne de NBA, qui a juste su perdre des matchs au bon moment, et qui, avec le jeu des pourcentages, s'est retrouvé au bon endroit au bon moment, avec de la réussite. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, mais les auditeurs doivent le savoir, c'est qu'en fait, il y a eu... Avant, on avait des pourcentages extrêmement différents qui allaient de très très bas à très très haut, en quelque sorte. Donc,
plus on était mauvais, plus on avait un fort pourcentage d'aller en... Par exemple, le dernier bilan avait 25% de chance d'avoir le premier choix. C'était ce qui se passait avant cette réforme. Et là, en fait, on a eu un regroupement en fait, au milieu avec une sorte de médiane qui ont fait que les pourcentages ont été très très rapprochés. Et donc les trois premiers avaient 14% de chance d'avoir le premier choix par exemple, que Chicago avait 12,5%, et donc que les Pélicans, qui se retrouvent avec le premier choix, avaient 6%. Et on parlait un peu avant l'émission, c'est de mémoire, il n'y a que la draft d'Andrew Wiggins, les Cavs, et la draft de Derrick Rose, des Bulls, des équipes qui avaient un pourcentage aussi bas, et qui ont réussi quand même à récupérer le premier choix. Donc ça a des avantages, comme tu l'as dit, les Atlanta, Chicago, Phoenix, Cavs, même si Atlanta a quand même réussi à récupérer le pick de Dallas. C'est un peu la victoire du soir d'Atlanta. Ouais, totalement. Et du coup, si je peux te griller la priorité, Vas-y. du coup, parler des Lakers, juste pour avant d'entamer, je pense, le gros morceau que sont les Pelicans, pardon. Je pense que les Lakers aussi, c'est un autre symbole, parce que ça prouve que pour moi, on va avoir un autre effet pervers, parce que pour moi, c'est totalement naïf de croire qu'on a éliminé le tanking. On l'a peut-être éliminé d'une façon, c'est-à-dire jeter une saison. Bah, peut-être que ça, on l'a éliminé. Par contre, ce qu'on n'a pas éliminé, je pense, moi, ça va être un effet limite plus pervers, c'est que sachant que les équipes qui sont plus vraiment dans les bas-fonds de la ligue ont quand même une chance non négligeable d'arriver très haut, et ben pour moi, il va se produire un truc assez simple, c'est qu'on va décrocher des playoffs plus vite sans pour autant tout tanker en fait. C'est-à-dire que quand tu vas être à 4-5 matchs des playoffs en janvier, février, si tu penses ne pas avoir les armes pour être compétitif, tu vas lâcher tranquillement et tu vas te retrouver à la fin de la saison avec des chances d'avoir des hauts choix de draft tout aussi bonnes sans pour autant avoir tanké violemment en fait. Ce qui est un autre effet pervers, et les Lakers en sont la preuve ultime. Si tu regardes le top 2, les Pelicans et les Grizzlies avaient la 7e et 8e chance d'avoir le choix numéro 1. Voilà. Donc c'est un peu ce que tu dis, ces équipes qui ne tankent pas, ces équipes qui sont à un moment donné dans la course au playoff, potentiellement, parce que les Pélicans, on les avait tous avant le début de la saison en playoff, on ne savait pas ce qu'allait se passer niveau blessure et niveau du quart Anthony Davis, et les Lakers, on les avait tous en playoff aussi. Donc c'est 3 des 4 premières équipes ont été en position de se qualifier en playoff à un moment dans la saison, ce qui n'était pas du tout le cas des Suns, des Bulls, d'Atlanta, de Cleveland ou des Knicks, même si c'était que... Et ce qui est scandaleux. C'est ça, même si les Grizzlies, il y avait eu un épisode de fait très tôt, c'est la bonne surprise des deux premiers en quelque sorte, ils ont été à un moment potentiellement en playoff, tu vois, ce qui n'était pas le cas des autres équipes. Et même si on veut regarder la différence Est-Ouest, elle est aussi là intéressante, parce que les cancres de l'Est, ils se sont fait passer devant par les équipes moyennes de l'Ouest, que peuvent être les Pélicans ou les Grizzlies, qui vont encore en faire peut-être un peu plus de talent à l'Ouest, même si on sait que tout ça change un peu. Et c'est là où c'est encore plus terrible, parce que d'habitude on disait ah oui, le bas de l'Ouest gagne plus de talent, tout simplement parce qu'ils ont une conférence en haut plus forte et donc ils perdent beaucoup plus de matchs. Là on se retrouve à un stade où c'est même pas les cancres de l'Ouest qui ont récupéré les 3 plus hauts choix de la draft. Enfin, c'est quand même, moi je trouve ça surréaliste. Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que pour toi il peut y avoir une remise en cause peut-être de cette réforme, ou ça va continuer? Moi je pense que ça va continuer, mais c'est parti pour durer ou pas? Je pense que c'est parti pour durer, et pour moi, parce que je pense qu'on va un peu avoir un discours dissonant par rapport à ce qui peut se lire à droite à gauche. Pour moi, le problème, c'est que ça va pas être trop remis en cause cette année, tout simplement parce qu'on est dans un contexte assez particulier, et là c'est une de mes nombreuses théories. Quand on regarde les finales de conférence qui se jouent actuellement, faut jamais détacher l'un de l'autre, hein, c'est intimement lié. Quand on regarde le profil des équipes qui jouent actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est des équipes où il y a très peu de hauts choix de draft qui jouent des rôles déterminants. J'ai lu ça, c'est vrai. Ah, il y a quelqu'un qui a déjà eu l'idée, mince. Bon, enfin bref. Mais donc du coup, si franchement, dans un univers parallèle où la finale de conférence à l'Est, c'est Sixers contre Celtics, deux équipes blindées de top 3, je pense qu'on n'a pas le même discours. Mais là, sachant qu'on est avec Giannis, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Klay Thompson, qui sont tous des joueurs hors top 5, sachant qu'il n'y a qu'en gros que Kevin Durant qui joue un rôle majeur dans une série qui a un top 5 de draft. McCollum, pareil. Lillard est 6. Totalement. Siakam, donc en fait,
à l'heure actuelle, c'est difficile d'avoir ce discours quand il y aura toujours les voix moralisatrices qui te diront ah mais tu peux faire une équipe en dehors du top 10 qu'on sait que c'est quelque chose de difficile pour être gentil. Totalement. Les histoires de bonnes pioches, de bonnes équipes qui draftent tout le temps bien, déjà c'est vraiment à relativiser souvent. C'est plus une idée reçue et un mirage qu'une réalité. Et surtout, comme tu l'as dit, les Sixers, s'ils ont été capables d'aller chercher les deux joueurs qu'ils ont été chercher, plus de posséder Embiid et Simmons, c'est parce qu'ils ont tanké et qu'ils ont récupéré des hauts choix de draft très haut. Les Celtics, c'est pareil. Bref, c'est et puis toujours on te ressortira l'exemple de Phoenix par exemple, tu vois, qui galère, mais là il y a des problèmes bien plus importants, et puis ils ont aussi peut-être pas choisi les bons joueurs, mais toujours est-il que pour choisir les bons, il faut avoir la possibilité de les prendre. Et dernière chose d'ailleurs, je vais te griller ton timing, je suis désolé. En plus se pose un autre problème. Alors on peut croire au discours de la bonne pioche, je le conçois. Le problème c'est qu'on l'a déjà dit, en gros il y a 3 façons d'attirer des bons joueurs en NBA. Il y a alors la free agency et les trades, je vais y venir plus tard. Tout d'abord, avec cette réforme de la loterie, il est de moins en moins probable pour les petites équipes d'attirer les gros joueurs avec la draft, sachant qu'elles peuvent se faire surpasser par d'autres équipes. On a vu le cas à l'heure actuelle. Le problème c'est que ces petites équipes là, forcément, au niveau valeur de trade, elles vont avoir moins de richesse, sachant qu'elles auront des joueurs et des choix de draft moins hauts, donc moins de valeur d'échange. Et on sait que pour ce qui est de la free agency, les joueurs voient souvent le cadre de vie. En l'occurrence, les équipes qu'on a citées dans les bas-fonds, il n'est pas exceptionnel. Et en plus, ils voient aussi la qualité de l'effectif, et forcément que la qualité de l'effectif est touchée par le fait que les choix de draft soient moins hauts. Donc en fait, l'imbrication, elle est totale pour ces franchises-là. C'est pour ça que je comprends pas déjà qu'on puisse dire que le tanking est mort, c'est faux, il va prendre des formes différentes. Et en plus de se réjouir de ça, ça me semble fou, quoi. C'est ça, je pense que ce que tu as dit sur le fait qu'il n'était pas mort, qu'il allait juste devenir différent, évoluer, c'est ce que les réformateurs n'avaient pas anticipé, je pense. Et donc tous ceux qui râlaient sur le tanking ces dernières années, ils vont râler sur une nouvelle forme de tanking qui va se mettre en place prochainement. Et je pense que ça pourrait, comme tu as dit, avoir des influences sur comment on draft, sur comment on gère son équipe vis-à-vis d'une qualification en playoff, sur tout en fait, sur vraiment tout en NBA. Ah mais moi je te dis, moi je suis coach ou general manager d'une équipe qui est genre 10e à l'ouest à 5-6 matchs en février. Début février, je vois que j'ai pas la marge. Les gars, on tank, mais on tank tranquille, on fait jouer les jeunes, etc. Ouais. Pour rester à portée de tir, s'il se passe un truc, un blessé et tout, je peux quand même jumper. Mais par contre, j'arrive à la draft, j'aurai des chances d'arriver dans le top 4. C'est ça. Et on marche sur la tête. Mais je vais m'arrêter parce que je suis trop dans la caricature. Non, t'inquiète, pas de souci. Si on veut parler hors de la réforme et des équipes, et un peu de comment ça pourrait se goupiller à quasiment un mois maintenant de la draft, ça va arriver très très vite. Les Pelicans récupèrent le choix numéro 1. Bon, ils vont prendre Zion Williamson, pas de suspense. Comment t'anticipes le futur des Pelicans? Et surtout, est-ce que en fait, parce que pour moi c'est ce que j'ai dit à un ami qui connaissait pas trop, qui était pas hyper à fond sur la NBA, je lui ai dit en gros, il y a 6 mois ils pouvaient perdre leur superstar qui voulait plus rien entendre d'être chez eux et récupérer et recevoir rien du tout. Et là ils ont potentiellement trouvé son remplaçant, et les marges de manœuvre pour l'échanger leur superstar qui veut pas être là va potentiellement leur permettre de récupérer des super trucs pour mettre à côté de cette nouvelle jeune star. Honnêtement, on m'aurait demandé de classer les équipes qui auraient pu avoir le choix 1, qui m'aurait le plus plu, j'aurais mis les Pelicans très très haut, parce que franchement, ça chamboule absolument tout. Pour la suite, pour les Pelicans, je pense déjà que, comme tu l'as dit, le choix Williamson, il est obligatoire. De toute façon, voilà. Enfin, il faut pas trop réfléchir. Enfin, je vais pas faire un mauvais anglicisme, mais dans ce genre de cas, faut pas trop réfléchir au choix. Pour ce qui est de la suite, alors bien sûr, on pense à Anthony Davis. Je fais pas partie de ceux qui pensent que ça change un iota de sa situation. On en parlait en off, mais on sous-estime beaucoup, je pense, l'aspect relation publique. Tu ramènes pas un gars qui a demandé un trade officiel qui s'est fait
hué par le public et tout. Enfin, on marche sur la tête. Même si tu lui proposes, non, c'est pas possible en tant que franchise. Ça serait pas logique. Et en plus, les timelines de Williamson et de Davis sont pas du tout les mêmes. Donc pour l'avenir, je pense tout simplement qu'on va essayer d'échanger Anthony Davis. Le fait est qu'en récupérant Williamson, pour moi, il y a une certaine logique avec le package que peut offrir par exemple les Celtics. Parce qu'il y aura des jeunes et on sera vraiment sur une émulation de jeunes qui serait plutôt logique, plus que ce que peuvent proposer les Lakers. Parce que moi, j'ai un peu du mal, tu pourras sans doute en parler mieux que moi, mais j'ai toujours du mal quand on cherche à échanger deux choix, qu'on va avoir deux choix très très hauts d'une même draft. D'accord. En l'occurrence, pour moi, tu as toujours une chance d'en rater un sur les deux et autant pas plafonner mais dispatcher ça sur plusieurs années, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ensuite, pour ce qui est des Pelicans, je pense juste que c'est le début d'un nouveau cycle et qu'ils sont quand même très chanceux parce qu'ils sont tombés sur... Alors, ils perdent Chris Paul, ils ont Anthony Davis et là, ils vont perdre Anthony Davis, ils ont Zion. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est ça. Ouais, t'as un peu tout résumé sur les Pélicans. Comme toi, moi, je pense que les gens qui pourraient penser que ça pourrait faire changer les idées d'Anthony Davis, pour moi, c'est de l'utopie complète. Parce que Anthony Davis va aborder son 3e contrat NBA, va aborder son prime s'il n'est pas déjà dedans. Et lui, ce qu'il veut, c'est jouer le titre NBA. Zion Williamson est un des meilleurs prospects que j'ai personnellement vu et qu'on a vu depuis 30 ans, mais tu joues pas le titre avec lui dès l'année prochaine. Hein. On se calme. Hein. Calmons-nous. C'est la draft. Hein. Il y a un ancien GM de NFL, il disait ça pour la NBA et pour la NFL, il disait la draft, quand on draft, c'est pas pour l'année qui suit. Hein. C'est pour 2-3 ans. C'est très très rare les gens qui jouent le titre avec des joueurs qu'ils ont drafté une année juste après. Donc tu peux pas drafter en pensant à 2019-2020. Tu draftes pour le futur et donc ça doit changer, ça doit juste te conforter dans l'idée que bon, l'après Davis, elle sera mieux que ce qu'elle devait être en fait, parce que Mais vas-y. Non, vas-y. Parce que t'as déjà t'as selon les spécialistes américains, ça peut se jouer entre lui et Ben Simmons, le meilleur prospect depuis Anthony Davis. Et donc, tu as ce moyen de pas non plus perdre médiatiquement. Tu vas perdre sportivement, mais tu vas pas potentiellement perdre médiatiquement. Tu vas pas potentiellement perdre dans l'attrait que les gens vont avoir à regarder les Pélicans. Et surtout, comme tu as dit, essayer d'aller récupérer des jeunes de Boston, des Lakers ou des Knicks, si jamais ça intéresse les Pélicans, ça sera potentiellement une génération de joueurs tous dans leur contrat rookie, et cette génération dans leur second contrat, c'est là où ça pourra vraiment aller très très haut autour de Zion. Puis en plus, t'as un mec comme Jrue Holiday à côté qui a un vétéran installé, solide. Je pense que c'est positif. Ça va amener, je pense, du cachet à cette franchise des Pelicans, parce que on peut dire tout, on sait qu'Anthony Davis, on pense beaucoup de bien de lui, mais c'est pas la superstar la plus bunkable de la NBA. Zion Williamson, c'est quand même l'antithèse complète. Le mec est bunkable depuis qu'il a 15 ans, donc ça c'est quand même incroyable. Donc je pense que ça va créer une émulation qui est ultra positive, surtout dans l'après Anthony Davis. On aurait pu vraiment croire que ça allait être un chemin de croix, mais c'est ultra positif, je pense, pour eux de rebondir tout de suite. Une dernière petite chose d'ailleurs par rapport à Anthony Davis, je pense à Tom là qui lui proposait par exemple de donner un supermax proposer le supermax à Anthony Davis. Pour moi, ça serait une erreur mais stratégique mais affreuse, parce que imagine il peut te dire oui, mais pour moi on est à un stade où c'est un point de non-retour. Anthony Davis peut pas revenir. Enfin, je veux dire, il y a eu trop de choses. Voilà, il faut une certaine cohérence, et c'est ce qu'on n'ont pas eu les Pelicans dans le passé, donc il faut l'avoir maintenant et accepter que c'est un nouveau cycle qui démarre avec Zion. Et franchement, encore une fois, ils avaient 6% de chance de l'avoir. Il faut saisir l'occasion et vraiment redémarrer sur des bonnes bases. Et je pense que le nouveau GM Griffin, quand il a été interrogé un petit peu dans les micros, et ce qui est sorti de certains insiders, c'est que il est venu pour gérer au mieux l'après Davis et essayer d'avoir le meilleur deal possible. Je pense que il va échanger Anthony Davis, il va essayer d'avoir le meilleur deal possible, et voilà, les Pélicans passeront à autre chose parce que je pense qu'ils en ont envie. Anthony Davis en a envie aussi. Et donc, les fans en ont envie, t'en as parlé auparavant. Et donc, et puis, tu peux pas le recycler. En fait, c'est comme si, tu vois, les fans avaient ils ont leur nouveau joujou, là. Ils ont leur nouvelle star à supporter. Et Davis, ça sera un petit peu compliqué, je pense. D'ailleurs, c'est pas le sujet de l'émission, mais en termes de... Je sais, c'est le gros mot, mais de legacy, ça me pose
Je vais recommencer, désolé. Oui. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je sais que c'est un gros mot, mais en termes de legacy, moi, ça me pose de vraies questions par rapport à Anthony Davis, parce que il est un peu dans cette zone bâtarde entre Chris Paul et Zion. Il a eu les problèmes de blessure, il a certes passé un tour une fois en playoff, mais Zion, je pense, va être un tel, on ne sait pas niveau sportif, mais niveau médiatique, un tel raz-de-marée, c'est à voir de ce qu'on va se souvenir d'Anthony Davis au Pélican, en fait. On ne le sait pas encore, c'est peut-être présomptueux de penser comme ça, mais je pense que ça a une question intéressante à se poser pour l'avenir. C'est clair, c'est clair. Tu veux parler de peut-être des... Quelle est l'équipe dont tu as envie de parler ensuite des Pélicans? Je pense que tu as fait un petit duo Knicks-Lakers. Difficile de passer à côté. Duo Knicks-Lakers qui se retrouvent. Les Knicks, bon. Les Knicks qui... On va saluer Tom du French Knicks Podcast qui a passé une dure nuit. Bon, très dure sur Twitter. Une nuit compliquée. On lui apporte son soutien. Notre soutien, pardon. Il se retrouve avec le choix 3. Alors, les Knicks, bon, ils s'en sortent mieux que les Cavs et les Suns. Parce qu'ils ont réussi à garder un top 3. Ils sont le 3e choix. Les Lakers ont le 4e choix. C'est des équipes, Ben, on le sait, qui sont dans la danse pour Anthony Davis. Comment est-ce que ces pics-là vont rester? Qu'est-ce que tu pourrais potentiellement cibler? Je sais pas, lequel des cœurs, des jeunes corps de jeunes t'intéresse le plus si t'es les Pélicans? Parce que c'est un épisode un peu Pélican centré, mais l'actu fait que ils ont à la fois le premier choix et les équipes qui ont des choix aussi hauts veulent un de leurs joueurs. Donc c'est normal qu'on parle d'eux. Ouais, ils sont vraiment au centre de l'attention et c'est ce qui fait que c'est vraiment une loterie super avantageuse pour eux. Plusieurs choses, le choix des Lakers va bouger, pour moi je suis pratiquement sûr. Il va pas bouger pour Anthony Davis. Je pense vraiment deux choses. D'abord, qu'il y a une espèce de... Je sais pas, je pense que les Lakers sont esselés à l'heure actuelle en NBA. Je pense que leur folie des grandeurs a fait que beaucoup de front office ne veulent pas marchander avec eux et aussi qu'ils n'offrent pas les meilleures offres, tout simplement. Donc ça fait deux choses qui sont assez difficiles pour créer des deals avec les Lakers. Donc je pense que ça va bouger, mais pour une superstar tierce, on peut penser à Bradley Beal, etc. Enfin, il y a pas mal de noms qui peuvent revenir. Pour ce qui est des Knicks, je pense qu'eux et Windhorst d'ESPN, toujours bien informé, l'a dit, ils sont parmi les favoris, si ce n'est le favori pour ramener Anthony Davis, et clairement ce choix-là va bouger. De toute façon, il doit bouger si les rumeurs qui se font de plus en plus fortes autour d'une possible venue de Kevin Durant ou de Kyrie Irving venaient à se concrétiser. Tu vas pas ramener un top 3 de draft qui certes sera un jeune talent, mais on l'a déjà dit dans ces 20 minutes de podcast. Quand tu ramènes des joueurs top 10 NBA, ils sont pas patients, ils veulent jouer le titre tous les ans. Donc tu n'auras pas le temps de jouer le titre, de former un jeune. Donc clairement, ces deux choix, je pense qu'ils sont amenés à bouger. Après, je serais pas étonné qu'un se retrouve aux Pelicans, mais je pense que ça serait plutôt celui des Knicks. Mais je doute vraiment que les Pelicans, par contre, veulent un choix 1 et un choix 3. On serait peut-être amené à avoir un espèce de deal en triangle, ce qui serait, je pense, le plus logique. D'accord, le fait d'avoir des choix rapprochés un petit peu comme ce qui s'était passé pour Cleveland quand ils avaient drafté Kyrie et Tristan Thompson, ça te dit pas trop pour les Pelicans dans une même draft. Ouais, après je sais que c'est un choix très personnel, mais pour moi c'est mettre tous tes œufs dans le même panier en fait. Surtout qu'on sait que vu comment la draft peut être jouée, tu pourrais tomber sur un duo Duke. Alors ça peut paraître très bête, mais non, je préfère plutôt investir sur le futur, même si ça peut paraître totalement contre-intuitif, vu que j'ai répété au début que maintenant t'as aucune sûreté dans le futur. Le fait est que peut-être, ou alors récupérer un jeune qui a déjà joué à NBA mais qui reste dans son contrat rookie. Enfin, j'ai du mal avec la notion d'avoir deux choix du top 3. Ouais, c'est en fait c'est moi vu que je suis un peu plus à draft que toi, j'ai en tête beaucoup plus aussi l'idée que c'est pas une draft non plus exceptionnelle. Donc, et on ne sait pas ce qui peut se passer dans les drafts futurs. Un an à l'avance, c'est compliqué d'en parler, mais tu peux avoir des drafts meilleurs. Tout ça, t'as des mecs qui sont plus aux États-Unis pour donner des notes à des drafts 3 ans à l'avance. Je trouve ça exceptionnel parce que tu parles quand même avec des mineurs, mais ça se fait. Et toujours est-il que, bon, si jamais cette année les Pelicans se retrouvent avec le 1 et le 3, ou le 1 et le 4, ça pourrait vraiment se ressembler à prendre deux joueurs de la même équipe, donc de Duke. Alors sûrement ils seraient contents de jouer ensemble, hein. C'est pas ça le souci, mais c'est pas forcément faux que
pour leur épanouissement et pour leur développement, ça serait une si bonne idée que ça. C'est avec ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc je pourrais chercher et c'est pour ça que pour moi, l'offre de Boston, elle peut potentiellement être aussi intéressante pour les Pélicans. Parce que il y a le choix de Memphis de l'année prochaine. Alors Memphis a un choix numéro 2, mais je pense pas que ça va transcender leur équipe et leur réussite l'an prochain. Et donc tu pourrais jouer sur la ligne attendue, l'inconnu. C'est ça aussi qui est important avec la draft, c'est que un choix de draft n'a jamais autant de valeur que quand il n'a pas été défini et quand un joueur n'a pas été choisi à ce choix-là. Parce que ça crée plein de fantaisies et tout ça. Tu peux vendre aux Pélicans un choix de draft de Memphis l'année prochaine et leur dire qu'il il pourrait très bien être très haut placé, alors qu'en fait, avec la réforme de la loterie, avec potentiellement des aléas de blessures ou des aléas de bonne saison de certains joueurs, bah t'en es pas sûr. Mais tu peux vendre le truc en fait. Tandis que là, si t'es les Knicks ou les Lakers, difficile de vraiment vendre quelque chose. T'as un truc factuel, un choix qui est top 4, tu peux le faire bouger avec 3-4 jeunes, mais tu peux pas vendre plus que ça, quoi. Après, mon seul problème avec la piste Boston, c'est qu'il n'a pas de no trade clause Anthony Davis, mais on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de ce qui va se passer avec Boston, avec Kyrie Irving bien sûr en premier chef. Donc à quel point il serait prêt à s'inscrire dans le projet, sachant qu'il n'a aucune idée de l'avenir de Kyrie Irving. Pour moi, c'est une grosse inconnue. Mais d'ailleurs, j'aimerais te poser une question, j'inverse les rôles comme d'habitude. Vas-y. Est-ce que pour toi, c'est impossible que les Pelicans échangent ce choix numéro 1? Est-ce que c'est possible? Enfin, je le tourne autrement. Non, est-ce qu'ils peuvent échanger ce choix numéro 1? Non. Impossible. Impossible. Pour moi, c'est impossible. Vraiment. Mais tu l'échangeras à qui? Non, parce que je commençais à monter, parce que pour moi, en fait, vu que les choix 3-4 vont être échangés, mais pas avec les Pelicans directement, je commençais à me dire, si une équipe du top 10, et je pensais, c'est fou, hein, il est tard, hein, on enregistre à l'heure américaine, je précise. Mais si tu as une équipe type Wizards, les Wizards ont le 9, ils échangent Bradley Beal et ils montent du coup avec les Lakers qui sont en 4 et ils chopent un jeune des Lakers. Si tu vas avoir les Pelicans avec 2 choix top 10, un jeune des Lakers, est-ce qu'ils t'échangent le premier? Non. Pour moi, je pense qu'ils le feront jamais, tu vois. Mais je me demande à quel point il est intouchable, ce choix. Parce qu'on sait que Zion, c'est un prospect incroyable, mais à quel point est-ce qu'on est vraiment sur un choix intouchable? Je pense, ouais. Je pense qu'on est sur un choix unanime. Ok. Genre, il y a rarement eu un adoubement pareil et comme tu l'as dit très bien auparavant, même pas que sur les capacités basket en fait. Non, mais en fait, c'était une question sans être une question ouverte, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est rare, tu vois, parce que ça prend qu'une équipe qui pète un câble et qui propose une offre totalement folle. Et... C'est ça. Qui peut balancer 3 futurs premiers, et comme ça c'est déjà fait, 2 futurs premiers et 2-3 jeunes. Potentiellement, ça peut se faire, mais je pense que Griffin raccrochera. Je pense qu'il raccrochera. Parce que je pense vraiment que les Pélicans se voyaient encore il y a 2-3 semaines et avant-hier peut-être même vraiment dans une situation pas très belle dans les 4 prochaines années. Ouais, mais totalement. Et d'ailleurs, pour moi, ça leur permet aussi d'être beaucoup plus patient avec sur le cas Anthony Davis, tout simplement parce que, encore une fois, un élément, je le répète, que selon moi, et qui est selon moi souvent sous-estimé, c'est l'aspect relations publiques. Là, je suis désolé, j'exagère, je grossis le trait, hein, mais dans 3 semaines, Anthony Davis, tout le monde l'aura oublié à la Nouvelle-Orléans. Enfin, ils n'auront Dieu que pour... Alors, je sais que les fans des Pelicans vont me dire non, c'est pour ça que j'ai précisé que je grossissais le trait. Mais en gros, ça va devenir très vite la nouvelle attraction. Et Anthony Davis va un petit peu devenir celui qu'on aimerait bien oublier. Donc, c'est aussi le moyen d'écarter un peu le dossier côté Pelicans. C'est pour ça que je te disais en off, moi, je suis les Pelicans, je cache même pas le choix. Et je fais vraiment une campagne de communication pour qu'on oublie Davis, en fait. Moi, c'est démoniaque, hein, mais en gros c'est vraiment qu'en gros il faut ça peut paraître contradictoire parce que d'habitude je dis qu'il faut pas que les franchises soient trop dures avec les joueurs, mais là c'est purement stratégique en fait. C'est pour qu'on l'oublie et qu'en fait les tractations se fassent un peu plus dans l'ombre, parce que les tractations des trades d'Anthony Davis, tout le monde est au courant, c'est un peu le problème du truc aussi. Je suis d'accord avec toi. Du groupe un petit peu, donc juste Knicks, Lakers, tu as dit que pour toi les choix ne seront plus là. Si tu avais vraiment à choisir lequel des deux
joueur sélectionné à ce poste-là ne jouera pas dans la franchise qui a le pic au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui en quelque sorte. Lakers. Plutôt Lakers. Je peux pas imaginer, tu peux pas ramener LeBron pète un câble. Tu peux pas lui ramener un mec de 20 ans, Ouais, c'est pas possible. De 18 et demi ou 19 même. Oui, surtout. Ouais. Mais genre tu le vois plus comme le fait qu'ils vont se rater potentiellement à la free agency et donc devoir faire un trade pour récupérer une star en quelque sorte à mettre à côté de LeBron, ou juste ça fera partie du deal pour Davis. Je pense qu'ils vont le tenter de le mettre dans le deal pour Davis. On va leur dire non. Et pour moi, ça leur donne vraiment énormément de marge de manœuvre pour un mec type Bradley Beal, en fait. Ça leur donne vraiment... Parce que pour moi, je me mets à la place des Wizards, là. Tu te retrouves avec un 4, un 9. Si jamais un RJ Barrett te fait envie, tu peux monter peut-être... Alors, je sais que les fans d'Enix, en ce moment, souhaitent vraiment se rabattre sur lui. Mais ça te donne pas mal de marge de manœuvre pour la draft. Et je pense que ça peut être quelque chose que tu peux apprécier. Bien sûr, il faudra mettre d'autres jeunes en plus de ce choix de draft-là. Mais je pense que pour une troisième option d'une équipe qui vise le titre, même si c'est faire limite injure à Bradley Beal de dire ça, c'est vraiment un choix qui est super utile. Ouais, ça, je suis d'accord. Totalement. Si on veut un petit peu descendre là t'as parlé un peu, pour commencer, des Cavs, des Suns, des Bulls, des Hawks. Eux, c'est un peu les perdants en quelque sorte. Tu les vois rester dans leur position et adopter la mesure la politique du meilleur joueur disponible. Ouais, totalement. Les Cavs ont juste besoin de talent, donc ils peuvent pas se rater, ils doivent surtout injecter du talent, donc il faut prendre le meilleur joueur disponible. Les Bulls et les Suns, pour moi, c'est deux équipes qui ont un peu une trajectoire commune, c'est-à-dire qu'on sait, toi et moi, on draft meilleur joueur disponible, sauf que là, quand tu as des besoins identifiés clairement, et on pense surtout aux Suns qui ont quand même ramené Jimmer Fredette de Chine, donc il faut quand même, au bout d'un moment, régler les problèmes à la main qui sont quand même constants depuis des années. Donc là, ça serait vraiment des endroits où je me dis, il faut absolument sélectionner un meneur, ou quitte à descendre à la draft, et monter un trade pour aller chercher un meneur avec ce choix pour s'en servir comme un petit peu un levier. Pour ce qui est des Hawks, même stratégique je pense que les Cavs, meilleur joueur disponible, même si moi je le cache même pas, je suis dégoûté qu'ils se retrouvent pas plus haut, parce que je pense qu'ils auraient mérité un autre talent. Après, je sors un peu des lignes de one and done, parce que je sais que du coup, vu que tu suis beaucoup les prospects, tu les apprécies. Ouais. Moi, je m'en sers juste comme levier pour faire des trades. Non, mais en fait, il faut pas non plus. C'est très bien que tu sois là et qu'il y ait cette vision-là, parce que d'un côté, des joueurs qui aiment beaucoup les prospects et qui le suivent beaucoup vont vouloir les mettre dans des franchises très haut, tu vois, parce qu'ils vont se dire, ah, c'est un super joueur, il peut faire ci, ça. Toujours est-il que si on fait une étude statistique du rendement des prospects, on peut être souvent déçu de l'impact et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur le jeu. Et donc la draft, c'est autant une sélection de jeunes joueurs que des trajectoires qui vont s'opposer, qui vont rentrer en compte, et des futurs de franchise sur 3-4 saisons qui vont se mettre en place avec des leviers, comme tu l'as dit. Et donc ça, c'est autant important. Pour ça que là, c'est pas un épisode que je focus sur les prospects. Il y a une mock draft qui va sortir du tout le premier tour dans la fin de la semaine, si on arrive à remettre en place le site. On ne va pas le cacher aux auditeurs, parce qu'elle devrait sortir prochainement. C'est la catastrophe actuellement. Mais donc il y a une mock draft de tout le premier tour qui va sortir très prochainement, là, avec vraiment les prospects, les fits et compagnie. Mais là, c'était vraiment plus sur les équipes, les conséquences pour les équipes, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ça. Si tu veux, on peut finir sur le quatuor final, en fait le quatuor des équipes qui auraient bien aimé être les Pelicans et Memphis, mais en fait non, ça s'est pas passé comme ça. Donc c'est Minnesota, Charlotte et Miami. Pour moi, des trois, le plus intéressant, c'est peut-être Charlotte, parce que Kemba reste, Kemba part, on sait pas. On est sur une équipe qui a des joueurs âgés en déclin avec des contrats onéreux. Et donc, le choix qui va être fait ici en 12, c'est pas la meilleure position, mais j'aimerais bien qu'il se rate pas, on va dire. J'aimerais bien qu'il se rate pas. Ouais, j'ai un peu cette impression. Enfin, ça serait quand même le moment parfait pour prendre un gros risque. Le problème, c'est que même si maintenant on sait c'est Mitch Kupchak, l'ancien des Lakers, qui est du côté de Charlotte,
Je pense pas que c'est un choix où ils vont prendre un gros risque ou tenter de montrer un trade, etc. alors que l'avenir de Kemba est toujours incertain. Je pense clairement que côté Charlotte, on va vraiment y aller avec le choix sûr et peut-être le meilleur joueur disponible. C'est pas, je réinvente pas la roue, hein, je suis désolé, mais ils vont y aller avec le meilleur joueur disponible. Pour moi, tu vois, limite, je te contredirais et j'irais du côté de Miami parce que autant Charlotte, on sait que, je caricature, mais si Kemba part, l'équipe va entamer une grosse reconstruction de fond. Miami est vraiment dans cette période dont on parle depuis pas mal de temps, où ils ont une flopée de bons joueurs, mais ils ont personne qui sort un peu du lot. Maintenant, il y a eu la retraite du soldat Wade. Ils doivent... La draft, pour eux, c'est le seul moyen de passer un cap. Ils n'en ont pas d'autres, ils sont bloqués dans le salary cap, et ils n'ont pas des joueurs avec des assez grosses valeurs de trade pour faire un échange. Il faut qu'ils s'en sortent avec la draft. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent avoir des choix, ils doivent avoir des éclairs de génie. Et j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Mais un éclair de génie plus puissant que les bonnes pioches qu'ils ont réussi à faire. C'est ça, ouais. C'est ça. Il faut trouver il faut trouver Booker, par exemple. Il faut trouver Donovan Mitchell, par exemple. Parce qu'il Exactement. Qui a fait qui a fait 2-3 bonnes pioches et qu'ensuite a réussi avec Donovan Mitchell. Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, quand tu l'as en 13, c'est pas simple. C'est très compliqué. C'est pas simple. Je dis pas ce que j'aurais réservé à Miami dans la mock draft que je vais sortir, mais c'est pas simple. Il y a pas mal d'équipes où tu te dis, dans cette zone 10-15 là, en fait, je suis pas fan de ce qu'ils pourront potentiellement faire. Alors j'attends d'être surpris. J'attends peut-être des trades, comme tu l'as dit, des équipes qui vont monter. Chaque année, ça se passe. Les Wizards. Ouais, les Wizards, pour moi, ça va être un acteur de la draft, les Wizards. Okay. Vraiment, parce que leur trio a déjà commencé à exploser d'ailleurs. Pour moi, Bill peut bouger, va probablement. Enfin, pour moi, c'est une des superstars qui est une des plus à même de bouger. Et là, clairement, ils ont la flopée d'équipes devant eux qui peuvent aller chercher Bill avec les Lakers en premier chef. Et s'ils se retrouvent avec 2 choix de draft, ça peut vraiment être des acteurs. Il y a le front office a changé. Je pense qu'ils veulent marquer le coup dès le début. Les Wizards surveiller. Enfin, pour moi, ça va être une des équipes à surveiller parce qu'elle va probablement bouger. Parfait. Tu as quelque chose à rajouter ou une autre théorie à nous sortir? Absolument rien. Je déteste cette réforme de la loterie. Voilà, je pense qu'on a compris, mais je tenais à enfoncer le clou. Mais c'est ça, c'est-à-dire que on a des emplois du temps un peu chargés et je sais que tu t'as dit que tu voulais peut-être écrire un papier dessus. J'ai dit tu sais quoi, on va te faire venir, comme ça tu vois, on va pouvoir en parler, en discuter, et comme ça c'est parce que. Attends, faut donner l'intégralité de la conversation. Je t'ai dit, je peux à partir de 1 heure de maths. Tu m'as fait, parfait, ça me va. Ouais, c'est ça. On est un peu pour pas raconter nos vies, mais on est un peu en période d'examen, de beaucoup de travail, beaucoup de travaux en ce moment, donc c'est un peu compliqué, mais il fallait qu'on réagisse à ça parce que j'avais jamais vu un tel déferlement suite à des balles de ping-pong tirées par des personnes en fait. Donc je sais que chaque année, quand tu racontes ça à une personne lambda, elle nous prend pour des fous, qu'on regarde ça à la télé, mais cette année, le fait que ça part dans tous les sens, comme je t'ai dit en fait, quand j'ai vu que le choix de Charlotte, le 11, ils avaient le 11 avec dans la case en haut, Last Four, j'ai vu le logo des Lakers, le logo des Pelicans, le logo de Memphis, je me suis dit, mais c'est une blague. Genre, tu comprends pas en fait. Et donc tu te dis, ouais, en fait, le but de la draft, il va pas être atteint en quelque sorte. Et donc, c'est problématique dans une question générale sur le fonctionnement du modèle américain, en quelque sorte. Ça pose un problème. Ça pose problème. Totalement, ouais. Et puis, de toute façon, au rendez-vous dans 3 ans, quand les petits génies auront trouvé un moyen de trouver, auront trouvé le moyen de profiter de ce système-là, et qu'on voudra encore le réformer. C'est ça, on voudra trouver. Admettons nos faiblesses, il y aura toujours des mecs plus malins pour profiter du système. Il y aura toujours des gens sur des ordinateurs qui ont trouvé des combinaisons, qui ont trouvé tout ça à cause des chiffres. Le chiffre tue. Le chiffre tue, mais voilà, c'est ça. En tout cas, c'était intéressant. Épisode pélican centré, comme je l'ai dit. J'aime bien cette expression, pélican centré, parce que de facto, le cas Zion en numéro 1 et Davis, ils sont dans l'actualité. Et franchement, ils étaient dans l'actualité pas pour des bonnes choses dernièrement, et là, ça leur fait du bien. On revoit l'épisode que tu avais fait
Je crois que c'était vers janvier-février, non? Dans le podcast d'un Kebdo où il y a même une. Oui, juste avant ou genre 24 heures avant qu'Anthony Davis demande Voilà. ça. Toujours le timing. On le est timing. toujours bon sur le timing. C'est ça. Et en fait, où même il y avait une étude un petit peu globale sur le marché qui était la Nouvelle-Orléans. Et bah là, le marché qui est la Nouvelle-Orléans, il vient de prendre un sacré boost. Et juste parce que Zion. D'ailleurs, si les gens qui ont regardé la loterie, c'était pas la loterie NBA, c'était la loterie de Zion. Hein, parce que les autres. Ouais, c'était vraiment qui va le choisir. C'est pour ça ma question avec le recul, ma question est-ce que le choix peut être échangé, elle peut paraître folle. Mais Il y ouais, avait- c'était il était vraiment assis- sa Il loterie. était assis à côté d'autres prospects, mais on voyait que lui. Et lui, il savait. Ça se voyait, il rigolait. Il avait le smile et tout. Ça se voyait qu'il savait que toutes les caméras étaient braquées sur lui et que. Mhm. Et voilà quoi. Et dernière chose, juste en fait, je réfléchis tant qu'on est vu que c'est Pélican, New Orleans centré, je vais faire un parallèle qui va te faire plaisir du coup, parce qu'on va parler Vas-y. football américain. Drew Brees, le quarterback star des Saints de la Nouvelle-Orléans, qui est la grosse équipe du coup de la Nouvelle-Orléans, il vieillit. C'est On intéressant ça. on sait jamais ce qui va se passer après parce que même si c'est un coaching staff sans rentrer dans les détails qui est très talentueux, on sait pas ce qui va se passer après. C'est parfait pour eux parce qu'en fait, encore une fois, au niveau des timelines, ils peuvent avoir la star de la Nouvelle-Orléans dans les 4 prochaines années. C'est vrai. Ce qui est totalement improbable vu l'écart Popularité. d'intérêt, d'intérêt accordé aux deux franchises. C'est vrai. Mais c'est clair. C'est clair. C'est vrai, si on veut, sans parler trop NFL, hein, mais c'est vrai que la timeline de Drew Brees, elle est pas immense. Hein. Elle se referme. Hein. Donc ça serait énorme pour eux. Après, dans ton épisode Pelicans centré, on va faire un petit peu de Pelicans centré scepticisme. Ça reste les Pelicans. Ça reste les Ils auront donc eu Chris Paul, Anthony Davis. Ils vont avoir Zion avec les deux premiers. Ils n'ont pas fait une finale de conf. Donc, Ils n'ont pas fait une finale de conf et les deux premiers, au milieu de leur deuxième contrat, se sont dit voilà, c'est fini, je veux aller ailleurs. Et donc, est-ce que Zion en 2024, 2025 on prévoit déjà. fera pareil? Non, mais c'est horrible ce qu'on se dit, mais il faut. Donc, c'est en fait, et donc, ça, si on en parle aussi pour la draft et tout, ça leur pose un problème de comment construire. Est-ce qu'on construit vite en fait? Est-ce qu'on construit vite pour tout de suite être très très bon? Pas mettre la charrue avant les bœufs, mais en même temps montrer à Zion que, tu vois, il faut surtout pas trop accélérer le processus, mais il faut en même temps pas non plus avoir. Je pense qu'ils vont sûrement pas l'accélérer parce que c'est en partie l'erreur qu'ils ont fait avec Davis. Totalement. Donc c'est un peu comme les présidents. Hein. Un GM, il fait souvent le contraire du GM précédent. C'est ça. Donc, parce que avec Davis, c'était hyper accéléré parce que l'année juste après où tu le drafts, tu échanges ton choix de draft contre All-Star. Donc ça veut vraiment dire que tu échanges le choix de Noël pour jouer Holiday. C'est-à-dire que t'as pas le temps. C'est-à-dire que vraiment t'as pas le temps. Vraiment tu te dis que c'est maintenant. Donc c'est clair. Ben, je te remercie. Je vais te laisser aller vaguer à tes occupations. Dormir. C'est ça. Oui. Moi aussi. Voilà, merci beaucoup Ben d'être passé. C'est toujours un plaisir. C'est la deuxième fois quand même que t'es là. À chaque fois pour parler des conséquences de la loterie. C'est ça que j'adore, c'est qu'on dresse le grand bilan. Ouais, parce que c'est le seul épisode où tu peux venir, tu ne connais rien à la draft et tu peux parler pendant 40 minutes. Enfin, honnêtement, franchement, c'est génial. Non, mais en vrai, je suis totalement transparent. Je pense que ça s'est compris de toute façon. Cette année, je l'avais même dit dans le podcast d'un Kebdo, j'ai vu personne pour l'instant. Donc c'est juste sur les équipes. Mais il faut que tu commences à t'y mettre parce que la mock draft est dans un mois à peu près. Et Alan, tu sais que même en ayant vu les mecs 2 matchs, je te rétame sur la mock draft. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu as un titre à défendre en quelque sorte. C'est vrai. C'est ça. Donc c'est ça en tout cas. Voilà, nous on va se retrouver très vite. Et moi je vous dis salut, à plus. Salut.